Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition spéciale en direct sur Al 24 News. Les présidents de la Russie, de la Turquie et de l'Iran vont se réunir la semaine prochaine à Téhéran pour un sommet sur la Syrie. L'annonce a été faite ce mardi par Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Vladimir Poutine se rendra donc le 19 juillet pour rencontrer à Téhéran ses homologues iraniens et turcs. Il s'agira de son deuxième déplacement à l'étranger depuis le lancement de son opération militaire en Ukraine fin février. Ce sommet, Poutine-Erdogan-Raïssi, succédera à une tournée que va mener à partir de demain le président américain Joe Biden au Moyen-Orient. Quelles interférences géopolitiques et surtout quels intérêts pour les différents protagonistes dans un contexte marqué par de nouvelles reconfigurations? On en parle ce soir avec mes deux invités. Manuel Pouchelet, géopoliticien, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes avec nous depuis Paris. Et Kamel Mansari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste directeur de publication du Jeune Indépendant. Donc, je le disais, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a annoncé aujourd'hui. Poutine va effectuer son deuxième déplacement depuis le début de la guerre en Ukraine pour se rendre donc à Téhéran et prendre part à un sommet important avec ses homologues, l'Iranien Ebrahim Raïssi et le Turc Recep Tayyip Erdogan. La réunion sera consacrée à la Syrie, du moins en apparence. Il y a d'autres enjeux, mais la Syrie reste un dossier qui implique et inquiète toujours les trois partenaires, Kamel. Tout à fait, donc, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des déploiements forts de l'armée turque au nord d'Idlib. La Turquie, qui est partie prenante des accords d'Astana, devait, en compagnie de la Russie, de l'Iran et de la Syrie, aboutir à un règlement de la situation, notamment du cas des 10 000 combattants d'Al-Nusra qui sévissent actuellement à Idlib depuis le retrait d'Alep en 2020. Donc il y a cette volonté d'abord de la Syrie de reprendre le contrôle de ces territoires qui sont contrôlés à la fois par les États-Unis au nord, dans la région du Hasaka et du Kameshli, et y compris à Raqqa, et de la Turquie qui contrôle les régions dites Turkménistan au nord d'Idlib à partir de Ma'arat al-Nu'man. Donc cette situation sur le terrain, elle s'est exacerbée avec les opérations menées actuellement par l'armée syrienne pour répondre aux attaques engagées par Al-Nusra, qui s'est converti en comité de libération du Cham, Al-Tahrir al-Cham. Donc actuellement, elle mène des combats, des opérations au nord d'Alep, à Hama et surtout dans la région d'Idlib, notamment dans la périphérie d'Idlib. Ça exacerbe la tension parce que les groupes armés profitent de la situation internationale pour mener des opérations de ce genre. Et en même temps, il y a la volonté de Moscou et de Téhéran de régler ce problème-là pour aller vers un autre accord qui est celui de la mer Caspienne. Aujourd'hui, la mer Caspienne est un riche gisement en hydrocarbures, notamment en gaz. C'est l'une des plus importantes réservoirs de gaz au monde. Et aujourd'hui, donc la Russie, après la réunion qui a eu lieu le 29, il y a 2 semaines, sur la question de la mer Caspienne, voudrait aussi aller vers un accord avec la Syrie, l'Iran, parce que déjà, il ne faut pas oublier que la Turquie était partie prenante dans un accord avec la Russie pour justement l'acheminement du gaz à travers son territoire. Donc, il faut pas. Donc, si en même temps la Turquie est impliquée en Ukraine, elle aide les Ukrainiens d'une manière, en étant membre de l'OTAN, elle n'a pas coupé le cordon ombilical qui la lie avec le dossier syrien qui reste très important et des points d'achoppement persistent. C'est un dossier qui divise toujours, Monsieur Manuel Pouchelet. Alors la Syrie est une puissance régionale et il faut le souligner à nos auditeurs ce soir.
où l'Occident a toujours une position un petit peu ambiguë. Donc de toute façon, le régime de Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, malgré la volonté de certains qui espéraient le voir partir, puisqu'il est toujours partie prenante dans ce conflit. Maintenant, il y a un enjeu. Le président Erdogan a toujours voulu un couloir de sécurité à sa frontière sud avec la Syrie, parce que la menace actuellement la plus préoccupante pour le gouvernement Erdogan et surtout pour les forces turques, c'est la présence du PKK et des Kurdes, qui ont réussi à libérer leur territoire et à défendre leur territoire contre l'État islamique, avec bien sûr le soutien des Américains et d'autres puissances occidentales. Maintenant, l'enjeu du gazoduc qui est prévu avec le Caucase et éventuellement les autres pays d'Asie centrale, c'est un véritable enjeu puisqu'il s'affirme aussi et s'affiche aussi comme volonté d'être un projet probant pour les Européens qui pousse aussi la Turquie à les aider, puisqu'actuellement l'Europe a décidé un embargo avec le gaz russe et s'aperçoit qu'elle est en train de se tromper en termes de stratégie. Maintenant, le rapprochement aussi, la volonté turque de s'afficher dans cette région, la Turquie n'a jamais vraiment eu une place, si vous voulez, très, on va dire, de poids par rapport aux deux leaders que sont les puissances Iran et Arabie Saoudite, où elle a toujours eu du mal à s'affirmer. Et là, il y a quand même, on va dire, une fenêtre opportune pour la Turquie d'essayer de tenter de jouer non seulement le rôle de go-between dans une région où elle renoue des contacts. On a eu la visite récente du président Erdogan à Riyad avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, sachant que lui n'a pas l'agrégation, on va dire, des Américains. Monsieur Biden tourne le dos à Mohammed Ben Salman, qui lui aussi tente une forme de rapprochement avec Téhéran. Donc si vous voulez, on a au Moyen-Orient une volatilité extrême qui est connue, et la réponse de cette volatilité est une réponse à la politique américaine dans la région, chose qu'il faut souligner ce soir. Vous avez également, donc, vous avez parlé donc de la position turque dans la région. Recep Tayyip Erdogan menace depuis des semaines de lancer une nouvelle opération militaire contre des combattants pro-kurdes dans le nord de la Syrie. Qu'en pensent ses partenaires russes et iraniens, Kamal ? D'abord, il faudrait penser à ce que pense le régime, enfin la Syrie. Déjà, la Turquie a installé 4 bases militaires au nord d'Idlib, donc notamment dans la périphérie de Arat al-Rahman, qui était un point stratégique qui n'a jamais été repris par l'armée syrienne. Donc, l'alibi de la Turquie était de créer une zone de sécurité, un tampon pour protéger d'ailleurs les populations. D'abord, Turkménistan qui se trouve au nord d'Idlib, notamment, elle soutient le groupe de libération de Turkménistan, elle soutient le groupe de Nordin Zinki qui est turc. Donc ces deux groupuscules sont armés par la Turquie, en plus de la présence militaire turque dans la région depuis 2013 et non pas depuis l'accord d'Astana, bien avant. Donc c'est une réalité déjà géographique et géostratégique pour la Turquie, et en même temps c'est l'alibi du PKK, la présence du Turc qui se sont renforcés à travers en réoccupant la région de Tel Aftar et de Binji. Donc c'est une région qui est vraiment stratégique puisqu'elle fait la conjonction entre Idlib et Hasaka. Donc elle a permis aux forces kurdes d'avoir une position vraiment stratégique qui gêne la progression ou bien la protection des populations turkménistan qui se trouvent au nord d'Idlib. Ça, c'est d'un côté. Mais en même temps, le déploiement actuel des troupes, la Turquie a fait bouger ses troupes, elle les a avancées dans le cadre d'une opération contre les Kurdes et pour protéger la région Turkménistan. Mais ça reste toujours une sorte de chantage avant, chacun se positionne. Il y a l'armée syrienne qui bombarde des positions des groupes armés d'Al-Nusra, et en même temps la Turquie qui essaie de contenir le PKK mais ferme les yeux sur les opérations et les massacres commis et les attentats commis par Al-Nusra. C'est une guerre de chantage avec... Donc c'est une guerre d'opposition. Chacun fait bouger ses pions. Aujourd'hui, la Russie qui revient à la charge parce qu'elle est protectrice et la garante des accords d'Astana, c'est elle qui est en train d'appliquer sur le terrain les arrangements avec les groupes armés et l'armée syrienne, et en même temps l'Iran qui est présent sur le terrain à travers ses troupes, sans oublier la présence de Hezbollah sur le terrain. Donc tout ça fait en sorte à ce que les trois grandes puissances
ont leur mot à dire et leur poids dans la région, sans oublier les États-Unis qui occupent la région du nord et de Raqqa plus Qamishli. Donc, toutes les quatre puissances font en sorte à ce que le jeu, régler le problème syrien devient difficile du moment que chacun veut garder intactes ses positions. Mis à part, il y a en toile de fond les accords qui sont en train d'être signés dont on parle aujourd'hui, c'est le fait que l'Iran va fournir des drones à la Russie et ça change beaucoup, notamment que si cette option s'avère est appliquée, donc les États-Unis vont avoir des gros problèmes pour régler la question de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, les États-Unis veulent à tout prix... référence à ces déclarations faites par Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qui a révélé à la veille de la tournée de Joe Biden dans la région, Téhéran qui s'apprête à fournir des drones à la Russie. Je vous propose de l'écouter. Nos informations indiquent que le gouvernement iranien s'apprête à fournir à la Russie une centaine de drones, y compris des drones armés dans un délai rapide. Par ailleurs, l'Iran est sur le point d'entraîner les forces russes à les utiliser dès ce mois-ci. Alors, ce sont des informations confirmées par Téhéran. Kamal Mansari vient de l'évoquer tout de suite. Quelle analyse peut-on faire? Que signifient ces déclarations à la veille donc, de la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, Manuel Pouchelet? Alors c'est un message clair adressé aux États-Unis. Il faut savoir que dans la région, pour l'instant, les États-Unis ont un défaut en termes de négociation, c'est qu'elles négocient avec la Turquie et l'Iran avec le système de l'embargo. Or, dans ces civilisations, c'est contraire au protocole relationnel. On ne négocie pas sous la contrainte. Et le fait que l'Iran propose des drones à la Russie est ni plus ni moins qu'une démonstration d'un fait déjà établi. Oui. L'Iran a fourni des drones au Yémen pour attaquer les forces saoudiennes équipées par les Américains et dont on a vu les limites puisqu'on a quand même eu des attaques de raffineries en juin 2020. On a également eu des attaques d'aéroports il y a encore quelques semaines. On a aussi la démonstration que la saturation de l'espace du dôme de fer en Israël a été fournie par des drones. Maintenant, qui vont être les instructeurs drones? On parle de l'Iran, mais figurez-vous que on vient d'évoquer la présence du Hezbollah libanais et du Hezbollah tout court aussi en Syrie, et c'est bien eux qui, à mon avis, risquent d'opérer ce genre de formation et d'entraînement. Maintenant, le drone s'invite dans l'espace de bataille, et c'est un point à prendre en compte dans l'espace de bataille d'aujourd'hui et voire de demain, où c'est un système, on va dire, on parle de guerre low cost pour son utilisation, mais qui a quand même des effets ravageurs. Maintenant, la position de l'Iran et de la Turquie et bien sûr de la Russie, je pense qu'il est temps qu'au niveau régional, ces puissances-là s'organisent. Maintenant, je pense, à mon humble avis, que c'est peut-être une erreur de la faire contre la politique américaine de Washington. Maintenant, il y a quand même un changement de posture de Washington par rapport à l'administration précédente qui était celle de M. Trump. Avant, c'était M. Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui se déplaçait. Oui. Cette fois-ci, c'est repris directement par Washington. Ça veut dire qu'il y a quand même une crainte des Américains. On vient de parler des accords nucléaires iraniens, où depuis, on n'a plus de nouvelles. On ne sait plus trop si Téhéran est détenteur ou pas de cette fameuse arme atomique. Mais comme par hasard, c'est devenu très silencieux. Autre point particulier en ce qui concerne Téhéran, et il faut vraiment le mentionner ce soir, c'est M. Raïssi, cette fois-ci, qui s'exprime. C'est plus Ali Khamenei. Ali Khamenei, qui est quand même le guide suprême, dont dépend M. Raïssi. Si vous voulez, on voit tout de suite qu'il y a un changement de leadership et qu'une opération de succession à M. Ali Khamenei s'opère en Iran. C'est important de le savoir ce soir, puisqu'il y a une redéfinition des enjeux dans la région qui viennent d'être soulignés par votre invité également. Oui. Et la Russie, de toute façon, elle est aussi très présente. Donc, si vous voulez, on retrouve la Russie non seulement en Europe, on la retrouve, on va dire, en Asie centrale ou au Moyen-Orient. Et également, pour d'autres enjeux, on va la retrouver du côté de la Chine avec Taïwan, voilà. Donc, et le Japon. Mais une chose est sûre, sans vouloir m'égarer du sujet, ce sommet sera observé par les Américains. Oui. Ce que disent les Américains sont toujours très vrais puisqu'ils sont toujours parfaitement renseignés. Oui. N'oublions pas qu'ils ont énormément de présence humaine. Ça n'a pas toujours été le cas, Monsieur Pouchelet. On se souvient des États-Unis qui avaient annoncé donc une assistance militaire de la part de la Chine, qui a été démentie par la Chine et la Russie.
Alors Non, attention, la Chine a quand même d'autres ambitions dans la région. Oui. Elle tente de se substituer à la présence américaine, mais on attend toujours. Pour l'instant, le Moyen-Orient essaye d'avoir aussi sa propre indépendance en termes de décisionnel, et ce sommet, en tous les cas, s'annonce comme tel. Kamal Mansari, c'est un message envers les États-Unis, ces déclarations, donc cette assistance militaire. Ce qui fait bouger un petit peu aussi la diplomatie américaine, et notamment la présidence, c'est le fait que l'Iran, aujourd'hui, en se retirant officiellement des accords avec l'AIEA, donc elle a démantelé tout l'arsenal, le dispositif de surveillance. Elle donne l'impression qu'elle est revenue à son programme nucléaire, fait peur non seulement aux États-Unis, mais à tous ses partenaires dans la région. Donc les États-Unis actuellement cherchent par tous les moyens. Je dis bien les États-Unis, je parle de l'administration démocrate. Donc elle veut revenir à l'accord de 2015 pour pouvoir, à l'évidence, le ressusciter, sinon le revoir. Mais les Iraniens ont appris, on a entendu la déclaration de Jawad Zarif, et notamment on a lu Sandet 7-8, où il parle de confiance, que l'administration américaine peut aboutir à un accord avec l'Iran, mais il y a un risque que l'administration prochaine, qui soit conservatrice, donc pourrait l'annuler, surtout si le retour de Trump est envisagé. Oui. Mais si ça, c'est d'un côté, mais de l'autre, il ne faut pas oublier que l'Iran et la Russie, c'est une alliance stratégique qui remonte au temps des tsars. Ce n'est pas un rapprochement nouveau. Ça a toujours été, la Russie a toujours été active en Russie, en Iran, tout comme l'Iran était active dans les régions, dans les républiques proches de la Russie, notamment en Afghanistan, au Kazakhstan, là où se trouvent les chiites. Donc, l'Iran, elle a une dimension d'abord géographique, stratégique, et en même temps culturelle par rapport au chiisme. Donc ça aide un petit peu sur le plan politique la Russie actuelle, donc un État qui joue le troublion contre les États-Unis, qui trouble la lecture des cartes, arrange la Russie, et en même temps la faiblesse dont subit actuellement l'Union européenne, le mauvais calcul dont il y aura par rapport aux sanctions, ont donné raison quelque peu à toutes les lectures qui disaient que ces sanctions-là étaient contre-productives, et ce qui a poussé la Turquie à prendre une position prudente par rapport aux autres États. La Turquie, en même temps, elle applique des sanctions, mais elle n'a jamais coupé le cordon ombilical qui la lie à la Russie. Elle n'a jamais été dans une situation semblable à celle de la France ou bien des autres États, comme l'Allemagne ou la Pologne. Elle est restée, elle coopère avec la Russie. Il y a 3 millions de Russes qui vont chaque année en vacances. Donc elle a toujours essayé. Elle essaye de maintenir ses relations intactes avec la Russie, même si elle obéit aux injonctions de l'OTAN dont elle est membre. Donc dans la région, on voit quoi? On voit plusieurs dossiers qui s'entremêlent. Oui. La rencontre prochaine n'est pas simplement liée à la situation en Syrie, qui restera toujours une situation difficile, parce que ni l'un ni l'autre vont céder du terrain, et donc je ne pense pas qu'il va y avoir une quelconque solution de la rencontre, mais ça va permettre aux trois États de parler des choses périphériques, des dossiers périphériques, qui sont l'Ukraine, qui sont le gaz, et surtout la coopération militaire nouvelle entre l'Iran et la Russie, qui répond à une coopération turque avec l'Ukraine, puisqu'elle a fourni des Bayraktar, des drones à l'Ukraine, qui ont été utilisés, qui ont été même abattus. Et nous savons pertinemment l'importance des drones dans une guerre, dans les guerres modernes. Notamment, on a vu ce qui s'est produit en Libye, lorsque la Turquie a permis, grâce aux drones, de renverser la situation en Libye, lorsque Haftar était aux portes de Tripoli. Oui. Donc l'importance des drones, en parlant de dossier drones, on envoie un message non seulement à la Turquie, mais même aux Ukrainiens et à tous les Occidentaux, que les approvisionnements en armes sont menacés par une nouvelle arme qui peut changer la donne sur le terrain. Alors face à ce remodelage des politiques dans la région, face à ce rapprochement, vous l'avez dit, qui profite à la Russie et à l'Iran, qu'en est-il des États-Unis, Manuel Pouflet? Alors actuellement, les États-Unis, si vous voulez, dans la région, l'élection de M. Biden a été, on va dire, un premier message où beaucoup de pays du Moyen-Orient ont espéré un changement de posture de Washington. Et il s'avère
que finalement, je ne vais pas dire qu'il n'en est rien, mais la posture, elle a toujours été aussi conservatrice. L'administration américaine, elle a le chic, si vous voulez, d'hériter des administrations précédentes. L'agenda de M. Biden est aussi précipité par les fameuses midterms qui arrivent au mois d'octobre. Oui. Et en fait, M. Biden relance un dossier politique international qui semblait jusqu'à présent un petit peu oublié de sa politique, on va dire, générale aux États-Unis, puisqu'on n'a pas d'informations sur sa politique intérieure, notamment avec toutes les polémiques qu'il y a eu concernant la gestion de la crise de la Covid, etc. Aujourd'hui, M. Biden, le Moyen-Orient, de toute façon, pour les Américains, est une région clé. C'est la première région mondiale pour eux en termes de marché d'armement, chose qui est importante pour leurs emplois. Et forcément, ils souhaitent qu'il y ait toujours cette espèce d'inertie qui leur est profitable. Maintenant, combien de temps ça va durer? Est-ce que les solutions turques, est-ce que les solutions américaines et iraniennes vont fonctionner? Elles vont être à l'épreuve avec ce congrès et ce rendez-vous du 19 juillet prochain. Maintenant, il y a aussi un autre dossier où Washington reste très discret. C'est le fameux Kurdistan qui est quand même à l'intersection avec l'Iran, la Turquie, la Syrie. Et le soutien des Kurdes est bien réel et manifeste par Washington. Sinon, ils se seraient retirés de la Syrie depuis longtemps. Et il y a aussi un autre enjeu qui est un pays dont on parle peu, mais qui est une puissance régionale également, qui est Israël. Oui. Et avec l'Iran, depuis qu'il y a eu un rapprochement de Tel Aviv, ou de Jérusalem, devrais-je dire maintenant, avec l'Azerbaïdjan, il y a aussi de nouveaux enjeux qui se dessinent et qui agacent au plus haut point Téhéran. Et ça, c'est à prendre en compte. Et à mon avis, c'est une posture qui sera aussi étudiée lors de ce congrès, au moins, tout du moins je le pense. Alors, il faut dire que Biden, Kamal, s'est mis un petit peu en difficulté, puisque sa tournée a été critiquée par les démocrates. Quelle est donc la position actuellement de Joe Biden? Joe Biden est coincé Joe Biden est coincé entre trois éléments fondateurs dans sa politique au Proche-Orient. D'abord, il y a la question israélienne, qui reste toujours un dossier très cher, disons-le entre guillemets, aux démocrates qui ont été derrière plusieurs accords depuis Carter. Donc, il y a cette volonté de vouloir protéger Israël. Et dans leur politique globaliste, les démocrates ont toujours été, disons-le, des va-t-en-guerre, mais plus direct que les conservateurs, du moment que les conservateurs ont été toujours maniés par les intérêts financiers et les intérêts économiques. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, en Somalie, ou bien dans d'autres régions du monde. Donc la question d'Israël se pose. Il y a aussi la sécurité. Quand je parle d'Israël, c'est la question de sécurité. On a vu qu'aujourd'hui, les Iraniens parlent de reprise des essais nucléaires, de la production nucléaire. Là, ça fait craindre, ça a suscité un débat au Knesset, ça a suscité aussi au sein de la presse israélienne. Et en même temps, il y a surtout comment Washington doit composer avec ses partenaires issus, surtout qui ont eu des attitudes différentes avec l'administration conservatrice par rapport aux démocrates. On a vu que MBS avait d'excellents rapports avec Trump. Aujourd'hui, la tension persiste, notamment la position saoudienne sur la question ukrainienne, elle n'a pas été suivie par rapport à ce qu'on attendait, parce que là, surtout, les États-Unis perdent un allié en matière de propagande et de lutte contre la Russie. Et en même temps, il y a le dossier qui reste toujours clé, celui de l'armement. Donc, armer la région, c'est quoi? C'est faire en sorte à ce que l'Iran ne prenne pas le dessus, c'est-à-dire les États-Unis ont toujours cherché à maintenir un équilibre qui profite à Israël et à l'Arabie Saoudite au détriment de l'Iran et bien évidemment de tout le prolongement qui est derrière l'Iran, qui est la Russie et la Chine, parce que ces trois pays-là sont aussi liés par d'innombrables accords. La Chine a décidé de ramener assurer tous ses besoins énergétiques à partir d'Iran en passant par le Myanmar au lieu de passer par le détroit de Malacca qui est contrôlé par les États-Unis. Donc cette alliance-là n'arrange pas simplement la Russie ou bien l'Iran, mais elle arrange aussi la Chine qui est
un pays dépendant entièrement des besoins énergétiques du Moyen-Orient. Donc toute cette image-là nous donne quoi? Nous donne une administration qui va aller sur tous les fronts, mais qui tâtonne. Ce qu'elle fait actuellement, c'est de faire prolonger la guerre en Ukraine. Les États-Unis ne veulent pas que la guerre se termine. Oui. Les Russes non plus. Mais la solution politique n'est pas envisageable en Ukraine, du moins pour les 2 prochaines années. Mais le fait de vouloir justement prolonger cette guerre en Ukraine, ne va-t-il pas affaiblir la Russie, Kamal Monsari ? Pour le moment, les Russes gagnent sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, ils sont en train de gagner. Parlons du Donbass. En parlant du Donbass, ils ont dit qu'ils allaient protéger les régions russophones, les populations russophones. Ils sont en train de le faire. Ce qui est en retour, c'est que on ne se pose pas la question si la Russie va gagner ou pas. C'est le conflit va-t-il durer jusqu'à quand et comment? Parce que les perdants sont les Ukrainiens. Que l'Ukraine s'est transformée en terrain de lutte, en terrain de confrontation par proxy entre les puissances, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne d'un côté, et la Russie, la Chine en arrière-plan. Il ne faudrait pas oublier que si la Russie s'est affaiblie, c'est la Chine qui va perdre un allié stratégique important. Et je ne pense pas que la Chine irait jusqu'à laisser la Russie s'affaiblir ou bien perdre sur le terrain, parce que déjà, on parle du moment que l'Iran s'est mêlé en proposant des drones à la Russie et que la Chine est en train d'acheter de s'approvisionner en gaz et en hydrocarbures et d'autres matières premières de Russie. Ça signifie que l'état de santé de la Russie est bon, et on voit que le rouble a grimpé à des sommets jamais atteints auparavant. Donc si la santé économique et financière en Russie est bonne, ce qui signifie même sur le terrain, elle peut résister, parce que les deux marchent ensemble. Une bonne santé économique va aussi permettre aux soldats et à tous les décideurs politiques d'envisager l'avenir avec quiétude, ce qui n'est pas le cas pour les Américains. Michel Pouchelet, sur ce point justement, qui sera gagnant dans tous ces bouleversements que connaît donc le monde, pas seulement la région du Moyen-Orient? Moi, je pense que les grands gagnants de cette affaire, cela va être, on va dire, les grandes puissances. Maintenant, en fait, il y a 2 groupes qui sont en train de clairement se définir. Vous avez un groupe qui va être pro-russe ou pro-chinois, et contre un groupe pro-américain, ou devrais-je dire plutôt pro-occidental. La différence va se jouer là. Maintenant, il y a une guerre économique qui est déclarée depuis de nombreuses années. On parle de ressources naturelles, comme on vient de l'entendre. Mais je pense que qui va gagner, c'est difficile à dire. N'oublions pas que le conflit a commencé en février. On a des agendas, on va dire, mondiaux qui sont aussi importants. On a parlé des midterms pour les États-Unis. Pour la Chine, il y a le congrès du PC du mois d'octobre. Oui. Et le pouvoir de Xi Jinping a déjà été contesté avec la mise sous confinement de la ville de Shanghai, avec des mouvements de protestation. On a également Hong Kong qui fait de la résistance depuis quelques années, où il y a une libération de la parole qui a toujours existé, mais qui devient quand même légèrement handicapante par rapport à la Chine. Ensuite, la stratégie américaine, elle est quand même difficile à tenir. Et d'ailleurs, les Américains se cherchent de nouveaux alliés. On a parlé de l'AUKUS, qui est cette nouvelle alliance dans le Pacifique avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, et je devrais dire in extenso maintenant, on fait réintervenir le Japon et la Corée du Sud, puisque les Américains font sous-traiter certains programmes de défense à la Corée du Sud et au Japon, notamment pour le missile hypersonique et puis le nouvel avion de combat, où Séoul et Tokyo ont de l'avance. Autre point, l'Europe. Oui. Alors justement, l'Union européenne face à l'Ukraine, on va dire à la situation géopolitique mondiale, avance divisée. On a une querelle de leadership entre la France et l'Allemagne qui est manifeste. La présidence française de l'Union européenne a démontré certaines avancées où le dialogue avec Moscou a été maintenu, avec quand même la volonté de M. Macron, qui est le président français, qui a tenté par tous les moyens de dialoguer avec M. Poutine, même si depuis le soutien affirmé de la France à l'armée ukrainienne, le dialogue semble se rompre. Mais après, il y a aussi une facette cachée dont on ne peut pas parler ce soir aussi aux auditeurs, parce que la diplomatie, si vous voulez, ça reste un métier confidentiel. Maintenant, les enjeux,
la Russie, la Chine arrivent pour l'instant à confronter l'Occident à ses propres contradictions. Oui. C'est ce qui fait leur victoire, on va dire, entre guillemets, des régimes autoritaires. Alors l'Occident, pour conclure, il nous reste peu de temps, Monsieur Pouchelet, Kamal Monsari, pour conclure, donc l'Occident donc confronté à ses propres contradictions. Oui, si on voit les objectifs qui ont été ciblés au départ de la guerre en Ukraine, lorsque la Russie a lancé son opération, on tablait sur une défaite russe ou bien sur disons, une paralysie de la Russie sur le plan économique. Les sanctions, et maintenant, il y a un retour de manivelle, donc un effet boomerang, qui fait que les Européens aujourd'hui ne peuvent plus contenir, surtout sur le plan social. Il y a des manifestations actuellement en Hollande, on a vu au Danemark aussi. Au Sri Lanka. Non, pas de Sri Lanka, c'est-à-dire parlons de l'Europe, c'est même en Italie. Donc, il y a ce problème des agriculteurs qui sont en train de se révolter. Donc, ça presque, les Européens ont fait en sorte à ce que suivent les États-Unis, mais en même temps, ils sont les premiers perdants dans cette histoire. Merci à mes deux invités de nous avoir éclairés durant cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.